Bonjour, moi c'est Bertrand Le Gorgeux. J'ai repris récemment une PME basée à Brest qui s'appelle Sofinelec et qui est spécialisée dans la fabrication de cartes électroniques, le câblage et l'intégration électromécanique. Par LBO? Par LBO, absolument. Donc un petit LBO, parce qu'il s'agit d'une TPE, avec donc deux partenaires bancaires, le Crédit Mutuel de Bretagne et la BPI. François Rouault de la Vigne, je suis en charge du bureau de Nantes, qui est en Bretagne, mais pas dans la région Bretagne, pour le Grand Ouest, pour le compte de CMCIC Capital Investissement, qui fait suite à IPO. On est une société qui gère aujourd'hui 2 milliards d'actifs en fonds propres, et nous, on a investi dans le Grand Ouest dans 600 entreprises depuis 30 ans, et aujourd'hui on a une centaine de sociétés en portefeuille, dont un petit tiers en Bretagne. En Bretagne région ou en Bretagne historique? En Bretagne historique. Bonjour, donc moi je suis Eric Verset, le directeur régional de BPI France, qu'on a déjà beaucoup cité, donc je vais pas revenir sur ce que l'on fait, j'aurai peut-être des questions sur le sujet. Basé à Rennes, sur la région administrative, et pas seulement à Rennes, puisque nous avons la particularité d'être installés sur chaque département, donc avec 4 sites au total, Rennes, Saint-Brieuc, Brest et Lorient. Bonjour, Éric Bordron. Alors moi je suis un breton d'adoption, donc j'espère que je pourrai quand même continuer à m'exprimer. Aujourd'hui, j'ai racheté une entreprise bretonne en 2009, en LBO, une usine de fabrication de produits cosmétiques que je développe aujourd'hui au quotidien et qui vient d'entrer dans un deuxième cycle de croissance, puisque nous avons fait notre première acquisition dans le cadre de développement par acquisition cet été. Voilà. Vincent Chamaret. Bonjour, je suis Vincent Chamaret, directeur de Bretagne Commerce International, dont la particularité est d'être dans une région particulière le seul exemple d'une fusion réussie entre tous les réseaux de territorialité, c'est-à-dire à la fois les chambres de commerce, puisqu'il y avait les anciens CCI International, puis une structure régionale. Donc nous sommes une structure intégrée, mutualisée, dont on espère avoir une meilleure lisibilité au niveau de nos clients, qui sont les entreprises. C'est-à-dire vous avez fait de la fusion dans la sphère publique. Vous avez Absolument. réussi une fusion dans la sphère publique. Absolument. Ça, c'est effectivement assez spectaculaire. Mais vous n'êtes pas le seul, puisque après tout, BPI France résulte d'une fusion aussi plutôt réussie. Mais commençons par les entrepreneurs. Bertrand Le Gorgeux, comment est-ce que la région Bretagne ou la Bretagne historique ou le marché peut dynamiser votre croissance, la croissance de Sofinelec? Même question en fait que j'ai posée à Philippe Le Gorgeux tout à l'heure, qui a tenu un raisonnement dangereusement ultralibéral sur la déréglementation, dont je le félicite. Voilà. La première chose qui me vient en tête a déjà été dite tout à l'heure, c'est le rôle de la région pour faciliter les projets industriels. J'ai en tête le projet de Direct Énergie de centrale au gaz à Landivisio. Pour moi, entrepreneur, j'attends de la région Bretagne qu'elle facilite le projet, que le projet se fasse dans les temps. Parce que ça va être beaucoup d'investissements. Donc il y a un maître d'œuvre qui a déjà été choisi, qui est une grande société dans le domaine de l'énergie. Mais cette société va drainer derrière elle tout un tas de PME. On parle de plus de 40 millions d'euros d'investissement. Donc en tant qu'entrepreneur, pour moi, il est important que la région Bretagne pousse et facilite l'installation de cette centrale. Donc ça, c'est un premier facteur. Après, le deuxième, avant de revenir en Bretagne et de reprendre la société Sofinelec, j'ai fait toute ma carrière, c'est-à-dire presque 20 ans, dans le domaine de l'export. Et là, en tant qu'entrepreneur breton, à la pointe du Finistère, donc je réalise des choses dont j'avais déjà entendu parler. C'est l'éloignement de Brest du reste de la Bretagne et du reste de la France. Et donc j'attends de la région
qu'elle facilite les transports. Donc il y a un projet dont on parle beaucoup dans la Bretagne historique, qui est l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Mais j'aimerais bien qu'il y ait une deuxième plateforme aéroportuaire puissante dans l'ouest breton, au lieu d'avoir et là j'espère ne heurter personne, mais une myriade de petits aéroports, quoi. Voilà. Alors, il y a deux trucs. D'abord, le principe de base, c'est que si on n'a pas son franc-parler, on n'est pas à PME Finance. Voilà, la langue de bois, je la scie en petits morceaux, c'est plus fort que moi. Et du coup, j'ai rien compris à cette histoire. C'est quoi l'histoire de l'aéroport? C'est une affaire à de Nantes, là, encore ou... Non, je pense qu'il faut que l'aéroport de Nantes se fasse pour le développement économique de la Bretagne. Et j'aimerais que l'aéroport de Brest, pour le citer, ait plus de liaisons vers le reste de la France, vers l'international, et des liaisons plus fréquentes. Ça c'est un sujet que j'ai déjà entendu sur Lannion, et effectivement, il doit y avoir il y a une vraie question de transport, mais pas qu'en Bretagne, pour le coup, dans de nombreuses régions. Est-ce que, Éric Bordron, ce frein transport est réel, alors que vous faites vous faites 70, les laboratoires d'Armor, sur lesquels je vais vous prier peut-être de passer un moment aussi, les laboratoires d'Armor font 70% de leur chiffre d'affaires à l'international. Exactement. Chiffre d'affaires que vous avez, soit dit en passant, quadruplé depuis que vous avez pris les commandes de l'entreprise. Donc, est-ce que les transports sont un facteur et quoi d'autre? Nous, on a contourné le problème du transport, c'est-à-dire qu'on a ouvert un bureau parisien dans lequel on a localisé la force commerciale export et une partie de la production marketing. Donc, moi, cet éloignement de la Bretagne par rapport au reste du monde, qui est réel, et je crois qu'on ne peut pas changer grand-chose, je l'ai contourné comme ça. Voilà. Mais je le vis au quotidien quand je me rends dans mon usine. Oui, c'est sûr. Ça, qu'est-ce qui a un regard d'hélicoptère, on va dire, ou d'avion? Qu'est-ce qui peut généralement... alors, François, je vous en prie. Moi, je pense qu'effectivement, on reviendra sur les thématiques. Je crois que la question du développement passe aussi, des entreprises passe aussi par celle des entrepreneurs. Il faut qu'il y ait des entrepreneurs bretons en Bretagne, qu'ils y restent ou qu'ils y reviennent. Parce que je peux dire la même chose de la France tout entière. Absolument, mais c'est d'abord par ça que ça passe, et aussi que les cadres dirigeants ne considèrent pas la Bretagne comme un simple parcours d'étapes sur leur cursus honorum. Donc c'est un point très important. Sur cette question des transports, c'est vrai que le désenclavement, au moment du plan Pleven, c'était de désenclaver la Bretagne par rapport à la France. Aujourd'hui, le problème, c'est de désenclaver la Bretagne par rapport au monde. Et là-dessus, la thématique se décline, portuaire, aéroportuaire, autoroutière, etc. Et il est certain que on n'est pas au bout du chemin. Moi, j'ai des chefs d'entreprise associés qui vont à 150 km de Berlin voir leur affaire en Pologne ou en Italie. Comment font-ils? Combien de jours ça va leur prendre d'y aller? Et le vrai sujet, il est là. C'est comment on va faire pour que cette Bretagne soit reliée. Eric Verset, vous voulez réagir sur ce point? Non, mais c'est pas chez vous en fait, parce que lundi, le président de la République et donc Pierre-René Lemas, directeur général de la Caisse des dépôts, et Philippe de Fontaine-Vive, vice-président de la BEI, ont annoncé, je ne sais plus, c'était 1,5 milliard, je crois, d'investissements en infrastructure lancés par Project Bonds, mais je ne sais pas si vous avez titre à en parler. Donc non, pas du tout. Voilà. Au-delà des réalités d'une direction régionale de BPI France. Au-delà des infrastructures, on va dire, donc est-ce qu'il y a la question du transport? Est-ce que cela pèse sur le développement et est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Et puis en général, quels autres freins peut-on lever et quels autres accélérateurs peut-on appuyer? Voilà. Est-ce que ça pèse? Oui, c'est clair. On est en Bretagne, et ça a été encore mieux dit par mon voisin, sur un territoire qui est encore trop éloigné des réalités économiques qui sont les nôtres, hexagonales, européennes ou internationales. Beaucoup de chefs d'entreprise, nous on en côtoie tous les jours, on en rencontre plus de 2500 par an. Donc c'est une réalité qui nous est souvent opposée lorsqu'on leur pose la question de la problématique internationale. Et c'est peut-être un des points faibles, on parlera peut-être beaucoup ce matin des points forts de la Bretagne, mais un des points faibles de la Bretagne, c'est notre capacité à s'internationaliser,
On pèse 2 fois moins que les Pays de la Loire sur ces sujets-là. Donc il y a un vrai sujet de réflexion et les transports en état. Alors comment nous on intervient à notre modeste niveau, c'est par le biais du développement de tous nos outils de financement, auprès des PME, auprès des ETI qui participent à des grands projets d'infrastructure, type aéroportuaire ou autres, et qui se lancent dans cette aventure et qui de toute façon, à un moment ou à un autre, auront besoin de cash pour assurer cette activité. Est-ce que sur le financement précisément, messieurs les entrepreneurs et messieurs... Enfin, on va commencer par vous, mais est-ce que sur la question du financement, vous sentez des freins à votre développement? Non. International ou non? Non. Les outils à disposition sont suffisants. Et écoutez... Ouais, non, mais j'ai rien contre les bonnes nouvelles. Hein. Moi, j'imagine que mon cas n'est pas isolé, mais quand il s'agit d'acheter cette entreprise, on a réussi à trouver des soutiens locaux pour le faire. Alors avec Bretagne Participation, avec Sodore Gestion, avec la Banque Populaire de l'Ouest, avec le Crédit Maritime, qui continuent à nous accompagner tous dans cette aventure. Donc on a trouvé, et avec la BPI, des soutiens nombreux et suffisants pour la première partie de notre investissement et également pour la seconde. Maintenant, dans le cadre de l'exploitation, alors effectivement, je rêve d'une déréglementation totale de l'utilisation des surfaces maritimes pour développer les cultures d'algues. Bien sûr, et il est évident qu'un peu moins de régulation pourrait être intéressant, mais on a également énormément d'aides locales. Je pense à l'ADIC par exemple, qui, lorsque l'on s'engage dans un projet industriel avec des investissements de notre côté, nous procure de l'aide à l'emploi. Donc moi, j'ai plutôt l'impression qu'on a accès à pas mal d'aides, oui. Ça, c'est du point de vue de l'argent public. Et du côté de l'argent privé, parce que c'est clair qu'il y a, depuis la crise financière, donc depuis 2007-2008, énormément d'argent public sur la table, et c'est comme ça qu'on a sauvé, pas juste les banques qui font la une des journaux, mais le capital risque et le capital développement en France. Mais est-ce que vous trouvez de l'argent privé chez votre banquier, chez François Roux de la Vigne, quand vous en avez besoin? Moi, j'ai trouvé de l'argent privé au Crédit Maritime, j'ai trouvé de l'argent à la Banque Populaire de l'Ouest. Voilà, j'en ai pas cherché ailleurs chez les privés, c'est vrai. Moi, je peux peut-être répondre aussi, puis je passerai le micro à mon voisin. On est dans une période où il n'y a jamais eu autant d'argent, jamais eu autant de liquidités, jamais eu autant d'acteurs qui avaient envie d'avancer sur le sujet du financement. Donc, c'est pas un problème d'argent et c'est pas un problème d'envie, que ce soit de la part des banquiers, des fonds d'investissement, des gens comme nous, BPI. Il y a de l'envie, il y a de l'argent. Après, tous les problèmes du monde ne se règlent pas grâce à cela, mais c'est en tout cas pas une question de moyens. Tous, on a envie, et quand on regarde d'ailleurs la courbe des encours que porte la profession bancaire de manière générale, elle reste positive, elle est restée positive malgré la grande crise que l'on vit depuis 5 ans maintenant. Et on est un des rares pays à connaître cette évolution-là. Donc l'argent public ou privé, il y en a. François Roux de la Vigne. Oui, là je voudrais un petit peu nous lancer des fleurs. Je pense que dans la communauté financière bretonne, justement, ou du Grand Ouest, et j'en parle d'autant plus que j'ai une vision aussi nationale, il y a eu, de la part de tous les acteurs, qu'il s'agisse de Sodero, qu'il s'agisse d'Arkea, qu'il s'agisse d'Ouest Croissance ou autre, une volonté commune de travailler pour le long terme. Et c'est-à-dire de dire clairement et d'afficher aux chefs d'entreprise que nous ne sommes pas là pour sortir dans 3 ans, moyenne nationale, ou dans 5 ans ou dans 7 ans, mais que nous l'accompagnons durablement dans un projet sans clause de sortie. C'est un peu technique, mais c'est une réalité importante. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que dans ces financements, il nous reste quand même des efforts à faire pour garder à l'esprit, d'un point de vue philosophique, que les centres de décision doivent rester en Bretagne. Et donc, il nous faut, au maximum, favoriser la transmission familiale des entreprises. C'est aussi une condition de leur développement, et ça passe par des efforts et par des prises de risques. C'est vrai. Mais, en même temps, c'est un moyen de croissance des entreprises, comme en Allemagne. Et il faut savoir aller vers ça. On l'a tous fait, je dirais que Arcal l'a fait un peu plus avec un grand fonds pour les très grosses entreprises, déjà ETI, pour qu'elles restent ici, et c'est très bien. Le troisième point,
c'est de faire en sorte de favoriser les croissances externes à l'étranger. Ça passe aussi par une prise de risque importante, parce qu'il est vrai que financer une entreprise en Pologne en LBO, voire en Italie, sans savoir très bien la comptabilité italienne ou les comptabilités italiennes, il faut prendre des risques, il faut aller voir, et notre rôle est d'accompagner ça, et d'accompagner en financement, en fonds propres, dans l'entreprise, voire dans la holding d'entreprise. On essaie de le faire. Puisque nous sommes sur la comptabilité italienne, je pense que Bretagne Commerce International a une opinion. J'ai une opinion, oui, mais d'abord, je vais revenir peut-être sur justement les critères de développement international et les handicaps que l'on peut ressentir, nous. Le problème, en tout cas, la solution qu'on essaye de proposer, c'est de dire il faut, comme ça a été dit dans une autre table ronde, que l'international soit rapidement raccordé à la qualité d'innovation et de marché de l'entreprise qui est soit créée, soit en croissance. C'est-à-dire qu'il y a souvent une déconnexion dans les entreprises de même technologique entre le vrai développement international, c'est-à-dire le fait d'appréhender des marchés en dehors du marché domestique, de proximité, ou en tout cas de confort. Et ça ne rentre pas forcément dans les gènes de l'entrepreneur actuel, dans les rendez-vous qu'on a. Et c'est une des raisons pour lesquelles on essaye de faire le maximum de réunions d'informations sur les opportunités commerciales, sur tous les territoires, c'est-à-dire qu'à la fois en proximité des gens, de façon à ce qu'on ne puisse pas nous dire, comme c'est gratuit en plus, il n'y a pas d'investissement à faire, mais c'est de l'information. Donc il y a un rôle d'information à avoir pour sensibiliser les entrepreneurs qui ne sont peut-être pas dans la classe des grandes ETI, effectivement, dont on peut dire elles assument à peu près 30% ou 25% de l'exportation de la Bretagne. Mais il y a quand même autre chose que ces ETI, et il faut aussi s'en occuper. Et après... Et vous êtes... Pardon, allez-y. Oui. Et donc, si vous voulez, cette notion d'information, après, elle permet, dans la mesure où l'entreprise, bien sûr, correspond à un certain nombre, disons, de stratégies définies dans son entreprise, c'est-à-dire de volonté réelle, parce qu'il ne suffit pas de vouloir vendre un produit à l'étranger pour le vendre, il faut aussi se donner les moyens. Donc là, et les outils, à mon avis, existent. Je suis assez d'accord, les outils existent. Simplement, c'est le problème de la génération de l'envie et de la structuration de cette envie en disant vers où on va et dans quelle stratégie on s'inscrit. C'est modestement ce qu'on essaye de faire quand on nous fait confiance pour à la fois informer, faire découvrir et puis en même temps emporter avec nous, puisque quand même on est là aussi pour ça, faciliter pour ces entreprises leur approche des marchés, et là il faut y aller. Et bien là on est là et on est corvéable à merci pour faire des salons ou des missions de façon à ce que les entreprises puissent rencontrer leurs clients à l'étranger. Donc vous êtes aussi de l'avis que c'est bon, il y a assez d'argent? Je dirais pas ça, je dirais il y a assez d'outils. Simplement, le problème, c'est de passer entre y accéder et y accéder au bon moment pour des entreprises qui, souvent, dans ce qui me concerne pour le développement international, ne l'intègrent pas. Le schéma de développement international n'est pas forcément intégré aussi facilement que le développement des produits au sens large. Voilà. François Rodelavigne, peut-être d'un mot, puis quand même Bertrand Le Bourgeois. L'exemple de la Vendée, la Vendée, bon, c'est pas le Breton, d'accord, enfin, c'est une terre incroyable dans laquelle il y a des chefs d'entreprise qui habitent des villages de 300 âmes et qui sont exportateurs à l'autre bout du monde. Et ça, c'est passé par notamment des syndicats professionnels ou des associations de patrons qui ont emmené des chefs d'entreprise qui étaient vraiment, je dirais, non désenclavés, visiter des entreprises à l'autre bout du monde et les ont fait découvrir ça. Et moi, je connais des entreprises de machines agricoles qui ont 500 emplois en Bulgarie, etc., tout en gardant leur centre de décision en Vendée. Et tout ça au service de l'entreprise. Bon, la Vendée est un bel exemple. Et c'est ce que je dis en disant il faut sensibiliser les gens. Donc la sensibilisation est soit par des réseaux, effectivement, et l'emmener ensemble. Nous, on fait une 50aine d'opérations à l'étranger, dans différents secteurs, parce que ça doit être sectoriel pour correspondre à une réalité économique de l'entreprise. Eh bien, ça crée du réseau aussi entre les entrepreneurs. Il y a une valeur aussi, disons, d'émulation naturelle quand les entrepreneurs sont ensemble, et donc le réseautage est aussi un facteur de développement. Bertrand Le Bourgeois, vous nagez dans l'argent, vous aussi vous ne savez pas comment faire hein? Non, pas encore. Non, je viens de faire mon LBO. Ouais, c'est la première fois que j'entends un truc comme ça. Donc Et non, pour ce qui est des financements bancaires, je dirais que j'ai trouvé, auprès de toutes les banques que j'ai consultées à Brest, des oreilles attentives et des gens qui étaient prêts à m'accompagner dans mon projet. Donc, j'ai pas vu de problème de ce côté-là. De même, j'ai été aidé par des réseaux comme Pays de Brest Initiative
ou le réseau entreprendre. Donc je pense que le financement bancaire les financements privés type Pays de Brest Initiative, réseau entreprendre, il y a tout ce qu'il faut. Après, bon, c'était une question qui s'est posée à un moment et que finalement s'est résolue d'elle-même. Ça a été trouver des fonds de capital de développement sur un projet de type reprise TPE avec des tickets inférieurs à 100 000 euros. Donc là, ça, j'ai trouvé ça plus difficile. D'argent quand même, je vais donner une note un peu plus tendue sur le problème financier. On se rend compte par exemple cette année qu'on a une difficulté dans les entreprises à financer, alors c'est du très court terme, des opérations justement de mise en avant des produits par ce qu'on appelle les salons, hein, c'est tout bête mais c'est un moyen tout simple de trouver des clients, ce qui veut dire qu'il y a un problème entre guillemets de liquidité courante qui entraîne l'entreprise à faire des choix. Je faisais 3 salons, j'en fais plus que 2 parce que j'ai moins de liquidité et que comme c'est un investissement, un salon qui est à peu près à 2 ou 3 ans de retour d'investissement, hein, on n'attend pas du salon de revenir avec des carnets de commandes en général, c'est sur le plus long terme. Et donc là on sent quand même, là je le dis parce que c'est réel, ce sont des chiffres très objectifs, on sent qu'il y a un tassement dans ce segment d'activité qui n'est qu'une des parties de nos activités parce que tout simplement les entreprises ont moins de fonds roulants au moment de moins de cash de disponible. Alors mais ça, ce n'est que sur du moyen terme en fait. Sur du moyen terme ou de la trésorerie? Parce que les statistiques nationales montrent que c'est plutôt une contraction du crédit aux PME sur la trésorerie, sur laquelle BPI France est, soit dit en passant, très mobilisé. Donc Eric, vous voudrez peut-être en dire un mot. Oui, enfin, il y a des réponses à apporter à ça. Hein. Après, chaque cas est un cas particulier, mais nous, BPI France, on a 2 modes d'intervention sur ces sujets, des sujets de très court terme, où effectivement on a pris une place importante, notamment grâce au préfinancement du CICE, qui est devenu un outil qui se déploie de plus en plus. Hein. On porte à mi-année 2 milliards d'euros maintenant de concours et d'encours sur ce sujet-là. Donc ça peut être un moyen pour une entreprise, un moyen comme un autre, hein, en partenariat avec ce qu'elles ont déjà auprès de leur banquier, d'aller capter du cash immédiat pour des besoins immédiats. Puis la deuxième forme de réponse, c'est notre gamme qui vraiment là, pour le coup, est propre à BPI France, c'est la gamme de prêts de développement, dont le pré-export d'ailleurs qui accompagne tout ce dont tu viens de parler, Vincent. On met en place une stratégie export, on a des salons, on doit embaucher un directeur commercial et puis 2 gars qui vont aller vadrouiller en Inde ou en Chine, ça coûte un peu d'argent. Il y a la COFAS qui répond à une partie des besoins et puis à nous à travers cette gamme de prêts de dev qui permet en gros, je le fais court, de mettre en place un crédit sur 7 ans, 2 ans de différent capital, sans garantie, et qui est là pour financer tous ces besoins immatériels liés au développement international. Voilà. Donc, encore une fois, on ne répond pas à toutes les problématiques du monde. Mais concrètement, on a un problème sur la trésorerie. Enfin, il y a peut-être un problème, mais en tout cas, il y a des solutions. Voilà, très concrètement. Donc peut-être, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des outils. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'il n'y a peut-être pas assez d'informations ou pas de connexion encore entre les besoins et l'offre et la demande. C'est d'ailleurs pour ça, le président Massieu en parlait tout à l'heure, qu'on travaille beaucoup avec la région pour faire en sorte de communiquer sur les outils de financement. Comment on fait pour que nos entrepreneurs sachent ce qui se passe et quels outils sont à leur disposition. Une des premières réponses a été ce portail d'information qu'on a ouvert en début d'année, qu'on enrichit, qu'on fait évoluer. Puis après, c'est les réseaux. Hein. C'est des manifestations comme aujourd'hui, c'est des réseaux avec BCI, les réseaux d'accompagnement, les banquiers qui sont un peu les porteurs de ces messages-là. Bon, on avance, on n'a pas tout fait, il nous reste des choses à faire, mais c'est vraiment un souci d'information. Ouais. Et juste pour compléter ce que dit Eric, et c'est vrai, dans ce souci-là, on a créé en Bretagne aussi un événement, je le dis parce que c'est remarquable dans le sens où ça répond à une demande, ça s'appelle l'Open de l'International, où tous les partenaires sont là, y compris bien entendu la COFAS, y compris Oseo, enfin y compris BPI. Ça veut dire que dans une seule journée en Bretagne, ça se passe au début juillet, un entrepreneur peut trouver tout ce qui a trait à l'international. C'est ciblé international, mais y compris la partie financement. Donc c'est un peu aussi ça notre effort et le besoin pour nous de nous remettre en cause, c'est justement comment se repasser les ballons le plus vite possible pour que l'entreprise, quand elle est face à nous, à un moment ou à un autre, ait la réponse directement ou indirectement à travers de la mise en réseau et la mise en relation avec les personnes concernées. C'est pas toujours ça, mais c'est un progrès net. Qu'en pensent les entrepreneurs du progrès net ?
Bertrand Legorjou ou Éric Bordron. Moi, je fais le bisounours aujourd'hui. Hein. Ça arrive souvent quand on a des financeurs dans son environnement immédiat qu'on prend la parole en public. Je ne sais pas pourquoi. Non, je pense pas que ce soit le vrai sujet. En l'occurrence, moi, je pense qu'on utilise à peu près 60% des produits dont vous venez de parler. Hein. L'assurance export, effectivement, tout genre de produits. Alors, ça ne règle pas tous les problèmes de trésorerie. Je pense que le vrai problème de trésorerie, il vient surtout de nos clients, hein, notre capacité à encaisser à l'heure ce que nos clients nous doivent. Et ça, j'ai tendance à dire que c'est notre responsabilité d'entrepreneur. Pour le reste, moi je le répète, je fais à peu près 70% de mon business à l'export. Et donc je voyage entre 150 et 200 jours par an, de Paris ou de la Bretagne, peu importe. J'ai juste l'impression qu'on a en France des outils à disposition et des aides à disposition qui sont sans commune mesure avec ce que peuvent trouver nos collègues à l'étranger. Donc oui, moi j'ai tendance à dire que les produits existent. Est-ce qu'on est bien informé ? Moi j'ai l'impression de l'être. J'ai la chance d'être BPI Excellence et d'avoir à disposition une personne chez BPI qui me coach, qui me suit de façon extrêmement régulière. On a des contacts effectivement réguliers avec la Chambre de commerce et d'industrie. Oui, je pense que les choses existent. À nous effectivement de les utiliser. Bertrand Legorjou. Oui, je suis d'accord avec vous. J'ai travaillé, avant de reprendre Sofinelec, j'ai passé 8 ans dans une société canadienne dont j'ai développé l'activité en Europe et en Afrique. Et je peux vous dire qu'au niveau aide à l'export, on ne bénéficiait pas du 10e de ce qu'il y a en France. Hein. Donc on a des aides nombreuses. Et je veux dire, pour ma part, je m'estime relativement bien informé. Après, je suis dans un secteur d'activité qui ne se prête pas forcément à l'international, mais plutôt au régional et au multirégional. Vincent Loretti, vous êtes quelque part dans la salle. Si vous levez la main, voilà. Si vous levez la main, Charlène va vous donner le micro et vous allez nous dire ce que vous en pensez concrètement sur votre portefeuille, sur le terrain. Et j'aurais la même question pour Olivier Motte que je ne vois pas non plus, mais il faut que je change de lunettes. Voilà, juste derrière vous. Comment est-ce que ça se passe ? Est-ce qu'on est vraiment dans le monde des bisounours où il y a tout à fait suffisamment d'argent ? Merci, monseigneur. Ou c'est un peu moins idyllique que ça ? Bon, après, je crois qu'il y a effectivement, je partage l'avis de François Roux de la Vigne, hein, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'acteurs. J'aurais peut-être dû préciser, Vincent, oui, que vous travaillez pour Sodero Gestion et vous priez en une 30 ou 45 secondes de nous parler de Sodero Gestion. Voilà. Je manque à tous mes devoirs. Sodero Gestion, c'est une société d'investissement qui gère plus de 150 millions aujourd'hui en croissance régulière, hein, dont les 2 tiers sont apportés par des institutionnels, donc la Caisse d'épargne de Bretagne et Pays de Loire, qui est notre actionnaire de référence, la Caisse des dépôts, BPI aujourd'hui, les régions, notamment la région Bretagne, donc dans Bretagne Participation, et donc c'est à peu près les 2 tiers de nos fonds, et puis 1 tiers des fonds, c'est par des particuliers, donc aux côtés des business angels, aux côtés du crowdfunding, les particuliers pouvaient déjà investir dans les PME non cotées à travers les FIP, hein, notamment les fonds d'investissement de proximité qui existent depuis 10 ans, et on était les premiers à les lancer dans la région, et depuis on en lève un chaque année. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que de l'innovation? On a beaucoup parlé d'innovation. Moi, je voudrais dire un mot pour dire que de l'innovation, il y en a dans les entreprises, bien sûr, mais il y en a également chez les investisseurs financiers. Hein, donc, il y en a dans l'ingénierie financière qu'on met en place dans les montages. Il y en a dans les produits. Et là, je voudrais rebondir également sur un propos de François Roux de la Vigne, qui est, on a fait l'année dernière une étude un peu de marché pour voir, justement, parce qu'il y a des trous, hein, dans les financements. Et notamment, on a fait le constat qu'il y avait un besoin qui se faisait sentir en région Bretagne et un peu partout d'ailleurs, hein, qui n'est pas purement régional, qui est effectivement le maintien des centres de décision dans les régions. Et ça, c'est notamment la région Bretagne, mais tous les acteurs économiques sont sensibles à ça, puisque en fait, sur les petites entreprises, bien, un repreneur seul peut faire. Hein, sur Sofinelec, on a un exemple. Dès que c'est un peu plus gros, comme on a pu accompagner Éric Bordron, donc les dirigeants peuvent rester majoritaires. Dès qu'on est sur des sociétés un peu plus grosses, eh bien, le cédant souvent n'a pas d'autre choix que de céder à un groupe extérieur à la région. Et
ou internationales. Et souvent, malheureusement, on sait que derrière, ça peut vouloir dire des pertes de centres de décision, des délocalisations, etc. Bon, après, on est dans une économie ouverte, donc c'est normal que ça aille dans les deux sens. Et donc, on a eu, fort de ce constat-là, on a créé un fonds majoritaire fin d'année dernière, dont le nom est un programme, puisque ça s'appelle Transmettre et pérenniser, dont l'idée, en fait, est de pouvoir prendre une majorité aux côtés, justement, de membres d'une famille ou de cadres de la société pour permettre, justement, un contrôle, le maintien du contrôle dans la société. Et donc, Madame la Marquise, tout va bien ? Je termine juste. Et innovation dans l'innovation, c'est que dans ce fonds, on a associé à des souscripteurs institutionnels, donc la Caisse des dépôts, la Caisse d'épargne, et bien des chefs d'entreprise. Donc on a fait coexister dans le même fonds des chefs d'entreprise qui ont apporté plus de 10 millions sur les 35 millions qu'on gère, dont certains sont dans la salle et que je salue. Et et là je rejoins un point aussi, qui n'a pas tellement été évoqué ce matin, qui est effectivement l'accompagnement des dirigeants. Et ces chefs d'entreprise nous aident à la fois à étudier un petit peu, à analyser les et toute leur expérience Aujourd'hui, mais ça justement, non mais voilà, aujourd'hui, à travers les réseaux, à travers les non mais conseils concluez, autour, Vincent, mais vite. Pardon ? Terminez votre propos, mais rapidement. Voilà, non mais j'ai terminé, voilà, je termine là-dessus, sur l'accompagnement justement des dirigeants. Alors, vous avez compris qu'en gros, quand la salle ne pose pas de questions, moi j'en pose à la salle, mais je veux bien que vous rebondissiez sur ce point de l'accompagnement. Alors, l'accompagnement international, je crois que Vincent, vous en avez déjà parlé, on peut y revenir s'il y a un point, mais messieurs les entrepreneurs, vous sentez-vous accompagnés à l'international ou dans votre développement? Commençons par là. Y a-t-il un manque d'accompagnement? Et puis on fera parler des accompagneurs sur ce point. Tout système est perfectible, c'est évident, mais moi j'aimerais pas qu'on cache la responsabilité de l'entrepreneur derrière un quelconque manque d'accompagnement ou de structure, etc. Oui. On a souvent tous fait le choix de quitter des gros groupes ou de ne pas rentrer dans ces gros groupes pour fonder, développer, reprendre des PME, bénéficier de liberté d'action et d'entreprendre. Voilà, on ne peut pas non plus nous tenir la main. À un moment, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va vers son risque, quoi. Oui, voilà. Je crois, donc, moi je pense qu'on a effectivement à disposition l'ensemble des moyens, leviers nous permettant d'aller développer le marché chinois, japonais, être accompagné pour ça, discuter avec d'autres partenaires, quelquefois financer ce risque. Oui, je pense que les conditions sont là. Alors, par exemple, vous avez fait allusion au coaching BPI Excellence. Éric Verset, ou vous voulez dire un mot de en quoi ça consiste et en quoi ça vous sert? Mais Éric d'abord, Éric concrètement, et puis Éric... ah oui, tout le monde s'appelle Éric ici, pardon. Éric Bordron sur à quoi ça vous sert concrètement, le coaching BPI Excellence, et Éric Verset sur comment ça se déploie. Écoutez, là j'ai reçu ce matin à 9h30 un mail d'Isabelle Charmeil me disant, écoutez voilà, on vient de débloquer en France 4 millions d'euros pour aider les PME à enregistrer leurs produits dans le cadre de l'intervention dans des marchés réglementés tels que la Chine, l'Inde, etc. Est-ce que ça vous intéresse? Voilà, un exemple concret de ce matin. Oui, ça m'intéresse. Oui, il va falloir que je dédie le temps d'une personne chez nous pour savoir si effectivement on choisit la Chine ou l'Inde. Essayer de peut-être identifier les produits que l'on pourrait enregistrer plus vite que ce que l'on avait imaginé pour bénéficier de cette aide. Un exemple concret de ce matin. Éric Verset. Oui, je reviendrai sur mon coaching, qui est sans doute un peu exagéré. On ne fait pas du coaching d'entreprise. BPI France Excellence, c'est une communauté de l'accompagnement. De l'accompagnement, du conseil, du suivi attentif. BPI France Excellence, c'est une communauté d'entrepreneurs, c'est une centaine en Bretagne, qu'on a sélectionné
sur le critère principal qui est celui de dire on veut des boîtes dans cette communauté qui vont de l'avant, qui ont des perspectives de développement fortes, une ambition forte. Et forcément, quand on parle de ça, on parle après d'international, d'innovation, de développement. Voilà. Et ces entrepreneurs-là, au-delà du fait qu'on les réunit régulièrement, hein, une fois par an en région ou à Paris, qu'on communique régulièrement par mail, par le biais de newsletters, on essaye d'avoir une attention toute particulière, puisque c'est sur elles qu'on mise le plus. Donc nos chargés d'affaires sont en veille régulière et les sollicitent souvent pour dire voilà, il y a telle nouveauté, telle actualité, voilà ce qu'on pourrait faire ensemble, voilà ce qu'on a dans les cartons, est-ce que ça vous intéresse ou pas, peut-on en parler. Voilà, c'est pas du coaching, mais c'est vraiment une attention particulière, un peu VIP, d'accompagner nos PME de croissance. Comme l'heure tourne, je vais changer légèrement mon fusil d'épaule, c'est-à-dire qu'on va demander à Olivier Motte et Jacques Bréjon, s'il veut bien nous dire ce qu'ils pensent de ce qui s'est dit jusqu'à présent, et puis d'autres éventuellement. On va tout réunir et on va faire un tour de conclusion, chacun d'entre vous. Donc je vous coupe, Vincent Chamaret, je vous sens sur les starting blocks, sur l'accompagnement à l'international, mais on va essayer de tout tresser, ça nous fera gagner du temps. Olivier Motte, Turenne Capital Investissement. Oui, bonjour, Olivier Motte. Donc, nous sommes ici avec François Lombard, nous dirigeons ensemble Turenne Capital, qui est une société de gestion de fonds d'investissement qui gère à peu près 500 millions d'euros de capitaux. Et membre de PME Finance, donc on vous aime bien. Voilà. Oui, donc voilà, on a un bon mentor qui est PME Finance. Et voilà. Donc en Bretagne. Alors, et qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est dit jusqu'à présent? Moi, je pense que ce qui s'est dit jusqu'à présent, je vois des entrepreneurs très successful, donc je pense que quand on est successful, il n'y a jamais de problème. Et que c'est plutôt quand il peut y avoir un petit peu de difficulté que les financements sont sans doute un peu moins aisés que quand évidemment tout va bien. Donc ça, c'est un premier point. Donc je pense que dans la raquette aujourd'hui, on trouve de plus en plus de différents sujets. Il y a évidemment les fonds d'investissement, il y a bien sûr la BPI, il y a bien sûr le monde bancaire, mais il y a des réflexions en ce moment sur la création de fonds de dette, par exemple, pour accompagner les entreprises sur de la dette in fine que ne fait pas forcément le monde bancaire. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de réflexions, beaucoup de financements possibles. Et je pense qu'en fait, il y a peut-être un déficit au niveau d'un certain nombre de chefs d'entreprise qui sont de taille peut-être plus réduite sur la connaissance de tel ou tel produit, de tel ou tel sujet. Donc je pense qu'il y a plus de formation à faire, plus d'informations sur les PME, parce que je ne connais pas la taille de vos entreprises, messieurs, mais quand on est dans une PME qui fait 3-4 millions d'euros de chiffre d'affaires, on n'a pas forcément toute cette connaissance financière. On a plutôt un comptable avec soi, on n'a pas forcément un directeur financier. Donc il y a probablement plus d'informations, de formations à faire et de solutions à trouver. Mais derrière ça, je suis tout à fait d'accord. Il y a beaucoup d'argent aujourd'hui, on le sait. La meilleure preuve, c'est que les banques vont être encouragées de plus en plus à financer les entreprises, parce que si elles mettent de l'argent à la BCE, ça leur coûte de l'argent, donc elles ne le feront pas. Donc ça va dans le bon sens. Mais je pense qu'il y a encore trop de décalage entre bon nombre de patrons de PME qui n'ont pas cette formation, qui n'ont pas la chance, en fait, qui sont des très bons techniciens de leur domaine, mais qui n'ont pas cette compétence en matière financière. Et il ne faut pas croire que parce qu'il y a quelques belles PME successful qui réussissent bien et qui disent effectivement, ce que je comprends, que tout va bien, que c'est aussi vrai. Moi, je ne serais pas aussi catégorique. Jacques Bréjon, oserais-je vous demander votre avis? Parce que la vérité de toutes ces histoires financières est toujours chez l'entrepreneur. Alors, il y en a deux sur la scène et un dans le public que je connais. Allez-y. Merci. On est vraiment chez les bisounours? Alors, un petit mot, mais je suis ravi de l'intervention précédente parce qu'évidemment, je représente ici une toute petite entreprise familiale qui s'appelle Lecoq Gateby, qui est tradition et innovation à la fois, mais ça fait à peu près un siècle que nous sommes dans cette logique. Et les entreprises familiales, elles arrivent, il y a des moments un peu cruciaux. Donc aujourd'hui, on est bien dans un besoin d'accompagnement par des sachants. C'est pas tellement, c'est une question d'argent, bien sûr, mais c'est aussi une question d'accompagnement stratégique. Là, on a de la peine à trouver des bons interlocuteurs qui connaissent bien l'écosystème. Et donc, et parfois, quand on va frapper aux portes, on dit vous êtes bien gentil, mais enfin vous êtes vraiment très petit. Et donc, j'aimerais que dans ce souci que nous avons de développer les ETI, on pense à l'amont, c'est-à-dire au maintien des PME et à leur poursuite et à leur pérennité, parce que c'est la condition de l'émergence des ETI.
Donc merci à vous qui êtes les sachants, les experts et les détenteurs des financements, de vous attacher à cet amont et à ces toutes petites entreprises que je représente aujourd'hui dans ce débat, parce que nous avons besoin de cette expertise. Alors, autre point, et je me tourne vers M. Chenet-Girard, parce que je sais qu'on partage des points de vue, et je ferai référence à la glace économie. Alors, je ne sais pas, j'ai raté le début. En une minute, monsieur En Bourdon, une minute. La glace économie, c'est l'économie positive à la bretonne, et économie circulaire. Mais ça veut dire que l'on associe territoire et entreprise. Ça veut dire que l'économie de demain, elle est fondée sur des offres de services et de produits qui sont associés par les NIC, mais qui s'appuient sur les infrastructures du territoire. Et donc il y a une alliance objective à développer. On n'est pas simplement dans l'accompagnement un peu lointain par la collectivité des entreprises, on est aussi dans une collaboration de plus en plus étroite. Et le secteur d'activité que je représente, c'est-à-dire le tourisme, est vraiment l'illustration type. Dans ce métier-là, on a besoin d'une alliance forte entre territoire et entreprise. Sinon, on est dominé par des grands acteurs du tourisme que vous connaissez, on en a un en France, mais on en a aussi à l'international. Et ça finit par casser tout ce qui est identitaire, tout ce qui est spécifique à notre région et à ses acteurs. Donc, je voudrais profiter de cette séance pour attirer l'attention des investisseurs et des animateurs de l'économie régionale sur l'importance du secteur touristique, qui représente aujourd'hui 9% du PIB breton, qui représente énormément d'emplois et qui est peut-être l'un des secteurs d'avenir pour notre région. Alors, merci de votre témoignage. Je vais vous... Oui, allez, on va aller vite. En gros, comment est-ce qu'on peut prendre le coq Gadby et en faire la boulange, c'est-à-dire ce boulanger qui s'est installé à San Francisco et qui a fait une chaîne de boulangeries françaises en Californie. Je crois qu'ils viennent de faire une introduction sur une bourse américaine que je ne citerai pas puisque Rodex est dans la salle, mais pour plusieurs centaines de millions de dollars. Je vous dis ça de tête. Donc comment est-ce qu'on peut prendre ces entreprises, comment est-ce qu'on peut prendre le laboratoire d'Armor et Sophie Nélec et le coq Gadby et en faire des boulanges, messieurs? Écoutez, moi je vais parler de mon expérience. On est actionnaire de petites affaires qui font 10, 15, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui sont devenues des entreprises implantées mondialement. Alors qu'est-ce qu'on fait concrètement? D'abord, on y passe du temps, beaucoup de temps, pour discuter avec les chefs d'entreprise. Deuxièmement, on l'aide à signer. La main tremble quand on fait 40 millions de chiffre d'affaires et qu'on achète une affaire 18 millions d'euros. C'est de l'aider donc à signer. Je peux imaginer, oui. Et c'est très important à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'on l'aide à signer? Parce qu'on a déjà développé un gros travail de structuration et de sécurisation du montage financier. Donc en apport de fonds propres. Troisièmement, pour aller vite, on a relu tous les documents juridiques et financiers, tous les contrats de dette. Et quatrièmement, enfin, on met de l'argent peu dilutif. C'est très important parce que le chef d'entreprise qui achète très cher une affaire, il n'a pas envie de perdre sa majorité. Donc il faut être capable, de façon innovante, de lui fournir de l'argent de fonds propres, mais peu dilutif. Éric Verset. Oui, c'est difficile de répondre à une question aussi rapidement, mais... Et à l'emporte-pièce. Et à l'emporte-pièce, et sans faire le code Gadby d'un cas particulier ou autre. Je crois que ce qu'il faut retenir, et c'est peut-être... nous, on milite beaucoup sur cette communication-là en Bretagne depuis longtemps, et Sébastien Blou le disait tout à l'heure, c'est d'ouvrir, que les chefs d'entreprise ouvrent leur chakra là, un peu sur les fonds d'investissement. Voilà. On vient de le dire, c'est un formidable accélérateur de PME. Et toutes les entreprises qui ont ouvert leur capital, toutes celles que nous on accompagne directement ou indirectement, on le voit, on grandit beaucoup plus vite que les autres, ont été beaucoup plus loin, certains jusqu'en bourse. Alors, je crois que s'il y a vraiment un moteur, au-delà de l'innovation, de l'international, tout ce dont on vient de dire, mais un moteur qui fait qu'on va avancer beaucoup plus vite, c'est l'ouverture du capital. Et je sais que c'est un vrai traumatisme pour certains que de parler de ces sujets, mais il faut pourtant en parler. Alors, la vérité étant chez les entrepreneurs, on va d'abord donner la parole à Vincent Chamaret. Oui, pour juste redire qu'effectivement, il faut informer. Pour nous, il nous faut informer les gens, mieux les informer. Donc, dans cet esprit, je disais,
être tous ensemble. Je vois avec Eric, on a mis au point une façon de travailler ensemble sur tous les comptes ETI. Ça veut dire qu'on se tient au courant. L'entreprise ne va pas à un guichet à un autre, il n'y a pas de relation. Non, on se tient au courant des choses. On ne se dit pas les secrets, mais on se tient au courant, ce qui veut dire que l'entreprise, elle est au cœur de notre préoccupation. On n'est pas en train de défendre nos précarés. Moi, ça me va très bien que BPI ait cette politique sur les ETI. Eh bien, nous, on s'occupera plus formellement, plus complètement d'entreprises qui ne sont pas des ETI. Et ça ne me pose pas de problème, puisqu'en même temps, les ETI viennent aussi chez nous pour bénéficier de nos services quand elles en ont besoin. Donc, vous voyez, cette histoire de mutualisation de moyens et de se mettre au service des entreprises parce qu'elles ont besoin d'être informées et d'être coachées. Et là, je voulais juste le dire tout à l'heure, quand vous me disiez... vite. On se rend compte d'une évolution quand même. L'évolution, c'est effectivement, pour nous-mêmes, nos équipes passent plus de temps, effectivement, en accompagnement personnalisé dans le projet international de l'entreprise que nous ne le faisions par le passé. Bertrand Le Gorjou, j'ai l'impression que vos chakras sont déjà grands ouverts, mais... Alors, bon, la question est difficile, hein, comment de faire de Sofinelec une société internationale. Bon, j'ai fait de l'international toute ma vie. Là, je suis revenu, comme je l'ai dit, dans le régional ou le multirégional. Notre société, c'est une société de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires qui travaille en sous-traitance, donc pour des donneurs d'ordre sur le quart nord-ouest de la France. Je peux néanmoins parler au titre de mon passé, hein, qui était à l'export pour des sociétés nord-américaines. Et ce que j'ai pu voir, c'était plutôt, ça a été mentionné par M. Chamaret tout à l'heure, c'était plutôt un problème de mentalité. C'est-à-dire qu'on ne pense pas suffisamment export en France. On a trop tendance à rester dans notre précaré et à pas connaître nos forces. Et je dirais que le problème est plutôt un problème d'information pour moi et de mentalité, mais qui sont en train de changer. Eric Bordron, pour le coup, en matière d'ouverture de chakra, je pressens que vous êtes un vrai gourou, non? Venant de vous, je prends ça comme un compliment. Ça n'est pas, en effet. Écoutez, moi j'essaye de me lever le matin en me disant qu'il faut absolument dans la journée essayer de faire preuve de flexibilité, d'être dans une logique bien évidemment d'agressivité, mais d'agressivité positive, d'être opportuniste et puis de rester volontariste et extrêmement positif. Et je pense que c'est ce que nous permettent de faire au quotidien nos boîtes qui sont des petites boîtes et qui ne sont pas encore engluées dans des process, et c'est ça qui nous permettra de grandir. Merci. J'ai connu des tables rondes sur le même sujet qui étaient bien moins vivantes et où les participants avaient bien moins leur franc-parler. Donc je vais vous prier de tout cœur de les applaudir pour les remercier.